les signes d'infidélité féminine qu'elle ne peut jamais cacher, peu importe combien elle essaie. Salut tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer différents signes d'infidélité qu'une femme ne peut absolument pas cacher, et qu'elle ne peut même pas contrôler. Je vais commencer par les signes les plus évidents et progresser vers les plus difficiles à détecter, alors restez avec nous jusqu'à la fin, je suis sûre que vous serez surpris. Le premier signe est une perte de poids soudaine chez votre femme. Elle peut avoir perdu du poids parce qu'elle a commencé à aller à la salle de sport et à suivre un régime pour être belle pour son amant, mais il y a une autre explication. Elle a peut-être perdu du poids à cause du sexe. Elle peut s'engager dans des relations sexuelles avec son amant quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, et oublier les histoires d'activité physique. Le sexe avec un amant est une autre histoire. Elle s'investit à fond, les draps sont mouillés, les vêtements aussi, et elle perd du poids à cause de cela. Faites très attention à cela, surtout si vous remarquez une femme qui, supposons, était obèse, mais qui a soudainement perdu du poids et est devenue belle. Les femmes chuchotent entre elles, le sexe s'est manifesté dans sa vie. Avant d'entrer dans le sujet, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car moi, sa sœur, je vais vous parler de business, comment devenir millionnaire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, allons-y. Le signe suivant concerne toutes sortes de griffures, de contusions et de suçons sur le corps de votre femme. Un ami a partagé une histoire d'une femme qui, après être revenue d'un voyage d'affaires, avait un suçon de la taille de la paume de la main sur sa cuisse, toutes les empreintes des doigts étaient visibles. Faites attention à cela, car bien sûr, plus souvent, ce sont les parties intimes qui sont touchées, les cuisses, les seins, et le cou. Que vous le vouliez ou non, des marques peuvent être laissées lors d'un moment de passion. Comprenez que le sexe avec un amant est différent du sexe à la maison, les gens ne peuvent pas toujours se contrôler. Souvent, les femmes peuvent laisser des griffures sur le dos de l'amant, mais un homme avec des ongles légèrement poussés peut aussi laisser des marques, il peut mordre dans ses fesses. Faites très attention à cela. De plus, ils peuvent avoir des relations sexuelles n'importe où, sur une table au travail, dans une salle de service, ou même dans les toilettes. Être dans des positions inconfortables peut entraîner des ecchymoses sur le corps de votre femme dans des formes très floues et dans des endroits totalement inattendus. Elle ne peut pas expliquer ces contusions, comme lorsqu'elle se heurte accidentellement à quelque chose et se retrouve avec une contusion sur la cuisse. Ces contusions, en particulier sur la partie intérieure de la cuisse, ne peuvent guère être dues à un coup accidentel. Maintenant, passons à des signes plus excitants d'infidélité. C'est un changement dans le comportement sexuel de votre femme. Son refus d'avoir des relations sexuelles avec vous est un cliché trop banal pour nous. Si votre femme devient soudainement très active et créative, montrant des désirs, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Supposons que votre vie sexuelle était ennuyeuse, et une fois qu'elle a trouvé un amant, elle a apporté toutes sortes de créativité, ce qui indique que son amant lui enseigne, et qu'elle vous enseigne ensuite. Parfois, surtout au début, lorsqu'elle est obsédée par son amant, elle pense constamment à lui et est généralement encore plus stimulée lorsqu'elle est à la maison avec vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire d'une amie qui a un amant. Elle prétend qu'elle est généralement dans un état d'excitation pendant longtemps. Elle a l'occasion de le rencontrer au moins 2 fois par semaine, et tout le reste du temps, elle est dans une sorte d'euphorie, elle pense à lui sans arrêt. Elle rêve en pleine journée, le sexe est fou et insensé. Elle est avec son mari depuis de nombreuses années, et le sexe était insignifiant et ennuyeux, comme ils disent, tu peux garder ton t-shirt. Elle dit, je vais me coucher parce que mon mari dort déjà, et je fantasme. Quand je me réveille, je fantasme encore. Mon mari passe, et il est tout simplement là. Elle dit, je le désire tellement maintenant, je désire du sexe. Le mari considère tout cela comme son succès, et il se sent tellement incroyable. Mais les hommes, comment pouvez-vous considérer cela comme une réussite si elle ne passe pas de temps avec vous, s'il n'y a absolument aucun contact entre vous, si elle a complètement changé et ne cesse de sortir de la maison? C'est une raison de réfléchir. Pourquoi est-elle soudainement devenue extrêmement passionnée et si sexuelle par nature? Je vous conseille donc de prêter une attention particulière à de telles situations en ce qui concerne les changements dans le comportement sexuel de votre femme. Après ce signe, cela devient très difficile. Prenons les choses au sérieux, messieurs. Avant d'approfondir, j'invite tous ceux qui me suivent sur Facebook à rejoindre ma chaîne YouTube, Sana Ewa. Vous y découvrirez des contenus inédits sur l'intimité féminine, les secrets pour satisfaire pleinement sa partenaire au lit, la stimulation sexuelle, et bien plus encore. Si vous êtes prêt à explorer ce qui est essentiel pour un épanouissement sexuel total, c'est dans ma chaîne YouTube,
Sanaewa. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir ce qui peut transformer votre vie intime. Allons-y. Une autre histoire d'un ami, il a dit que lorsqu'il commence à avoir des relations sexuelles avec elle, il remarque évidemment qu'elle a eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre récemment. Quel est le point? Il explique que son vagin n'a pas eu le temps de se resserrer, il est allongé en longueur et élargi. Le vagin est en fait un sac musculaire qui peut bien sûr se rétracter après l'intimité, mais cela prend du temps. Donc, lorsqu'un homme la pénètre, mon ami dit que c'est comme s'il pénétrait un seau ou quelque chose du genre. Cela inclut également un clitoris agrandi et des lèvres gonflées, qui sont remplies de sang lors de la stimulation sexuelle. Le sang afflue vers les parties pelviennes, faisant gonfler les lèvres et le clitoris, et en plus de cela, le vagin n'a pas encore eu le temps de se contracter. Le signe suivant est lié au changement dans la microflore d'une femme. Dans la microflore vaginale d'une femme, des infections alvures peuvent se développer. Elle commence à coucher avec un nouvel homme, et il introduit sa microflore, une réaction se produit, c'est inévitable. Les changements dans la microflore contribuent aux infections alvures, des écoulements blancs ressemblant à du fromage cottage, des démangeaisons, un inconfort. Il peut y avoir un changement dans la microflore en raison de l'utilisation de préservatifs, ainsi qu'une réaction allergique, mais le plus souvent, cela survient comme un changement de flore. C'est une cystite, ce qui signifie qu'elle commence à coucher avec un nouveau partenaire, et une cystite se développe. De plus, sa flore change et une cystite peut également se développer car lors des activités sexuelles, il effectue un cunnilingus et transmet une infection de cette manière. Donc, si votre femme est en bonne santé et n'a jamais eu ce problème auparavant, et que soudainement cela se manifeste dans le contexte d'autres signes de changement, alors il y a une raison de s'inquiéter. Un changement dans l'odeur intime de votre femme est un autre signe important. De nombreux hommes sont très sensibles à cela, car ils sont habitués à l'odeur de leur femme. Je ne dis pas qu'elle sent de loin, mais elle commence à coucher avec un nouvel homme, et peut-être qu'elle n'a pas d'infection alvure ni de perte, mais l'odeur elle-même change en raison des changements de flore. De plus, elle est habituée à vous, elle est restée avec vous pendant de nombreuses années, pendant un bon moment, et elle avait une autre flore, donc il y avait une odeur. La plupart des hommes sont très sensibles et ils remarquent cela en premier, et je voudrais souligner que c'est un indice subtil mais important que votre femme pourrait coucher avec un autre homme. Passons maintenant aux signes qu'elle ne pourra certainement pas cacher, ils sont encore plus irritants que les précédents. Ici, j'inclus les infections vénériennes. Je n'ai aucune idée de comment une femme pourrait éventuellement cacher cela. Bien sûr, elle pourrait s'isoler en disant « Je ne veux pas avoir de relations sexuelles en ce moment ». Elle peut recevoir des traitements, mais il est rare de les cacher, et les hommes qui ne sont pas en voyage d'affaires, mais qui vivent avec leurs femmes, la plupart d'entre eux parlent d'une odeur tout simplement terrible. Vous dormez avec elle dans le même lit, il suffit de déplacer légèrement la couverture, et il y a cette odeur. Tout cela s'accompagne d'écoulements, d'irritations, et ainsi de suite. Au-delà de cela, bien sûr, vous réaliserez immédiatement qu'il y a des suppositoires. La femme s'isole là-bas dans les toilettes ou ailleurs, parce qu'elle doit effectuer des procédures, et elle consulte également un professionnel de la santé. Et Dieu nous en garde, bien sûr, elle peut vous infecter. Donc, si cela s'est déjà produit, gardez à l'esprit qu'elle ne s'est pas lavée dans la salle de bain et n'a pas nettoyé avec cette serviette après tout. Le signe suivant découle directement de ce précédent, une femme commence à consulter des gynécologues, voire plusieurs médecins, de manière régulière. Vous savez, pour une femme en bonne santé, un examen de routine chez le gynécologue est requis tous les 6 mois, c'est suffisant. Mais si votre femme était auparavant en bonne santé et que vous ne l'aviez jamais vue faire cela auparavant, et qu'elle commence soudainement à courir chez les médecins, qui lui prescrivent une quantité énorme de médicaments, alors il est important de prêter attention. Posez-vous des questions. Où va-t-elle en permanence? Où prend-elle des rendez-vous? Quel type de médicaments prend-elle? Encore une fois, je dirais que beaucoup d'hommes ne savent même pas quels médicaments leur femme prend ou quel suppositoire elle utilise. Un ami m'a raconté que, généralement, il y a des suppositoires dans son réfrigérateur, en grande quantité, ainsi que quelques pilules, et elle lui a dit qu'elle souffrait d'une sorte de dysbiose ou quelque chose du genre, et qu'il devait s'abstenir de relations sexuelles. Puis, un jour, cela lui a sauté aux yeux, il a cherché ses propres médicaments, a accidentellement pris ses suppositoires et a commencé à lire les étiquettes. Il y avait tout un bouquet de traitements qu'elle prenait en réalité pour se soigner. C'est ainsi qu'il a découvert la vérité. Alors, faites attention à ce qu'elle achète, à ce qu'elle stocke, et demandez-lui pourquoi elle a soudainement commencé à consulter des médecins pour femmes. Pourquoi une femme consulte-t-elle des gynécologues et des professionnels de santé? La première raison majeure est l'infection alvure et la flore vaginale. Votre femme n'a pas besoin de tromper pour que des changements dans sa microflore se produisent. Si votre femme n'a aucun autre signe de trahison, ne vous attardez pas dessus. En réalité, elle a peut-être attrapé un rhume,
elle pourrait avoir pris des antibiotiques ou des antiviraux qui agissent de manière systémique sur le corps et peuvent également causer des infections alvures et des changements dans la microflore. Peut-être que cela pourrait être dû à un changement dans ses produits d'hygiène intime. Cela arrive aussi. Si aucun autre signe de trahison n'est présent, alors ne vous en inquiétez pas. Pourquoi d'autres votre femme irait-elle voir des médecins et des gynécologues? Voici une autre histoire pour vous. Une femme a commencé à consulter des médecins, et pendant plus d'un mois, elle a continué à dire qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait un rhume, et ainsi de suite. Mais l'homme a découvert accidentellement qu'elle avait subi un avortement, et cet avortement n'était pas de lui, car il était en voyage d'affaires à l'époque où cela s'est produit. Après un avortement, quel qu'il soit, il y aura des saignements, des écoulements, tout finira par se rétablir, mais il peut y avoir une irritation probable, et la femme se voit prescrire des médicaments. Faites très attention à cela, elle pourrait prendre des antibiotiques ou même recevoir des traitements hormonaux. Bien sûr, les médecins recommandent un repos sexuel de 2 semaines ou plus après un avortement. Donc, tout peut arriver dans la vie, et je prie pour que rien de tout cela ne vous arrive, et je vous souhaite une vie sans infidélité. Bon, à mon tour, mes chéris, parlons de business. J'ai rendu des millions de personnes riches et je veux te rendre riche aussi. Je vais te guider étape par étape à travers mon plan pour organiser tes finances. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement combien tu peux dépenser sans culpabilité pour une maison, une voiture, même pour sortir au restaurant, et tu gagneras de l'argent chaque jour grâce à l'investissement automatique. Tout commence par la première étape, une meilleure façon de dépenser. Ne serait-il pas génial de pouvoir économiser des centaines de dollars par mois tout en continuant à acheter ce que tu aimes? Attends, avant que tu penses qu'il s'agit de créer un budget que tu devras suivre chaque jour pour le reste de ta vie. Attends un instant. Il ne s'agit pas de créer un budget. Je ne veux pas que tu restes là à suivre à la loupe le prix du brocoli, des cuillères de soupe ou même du café. Oublie ça, je déteste les budgets. Mais combien devrais-tu dépenser dans certaines catégories? Et si tu aimes vraiment voyager? Comment faire des voyages extraordinaires tout en économisant de l'argent? Avec un plan de dépenses conscient, tu sauras exactement comment économiser et investir chaque mois, et tu pourras utiliser le reste de ton argent sans culpabilité pour ce que tu veux. Le concept de la dépense consciente ne consiste pas à réduire toutes tes dépenses. Cette approche ne tiendrait même pas 2 jours. Au lieu de cela, il s'agit de choisir les choses que tu aimes assez pour dépenser beaucoup, puis de réduire impitoyablement les coûts sur les choses qui ne comptent pas pour toi. Par exemple, mon ami John dépense 21 000 $ par an pour aller au restaurant et dans les bars. Je connais Lisa qui dépense 5 000 $ par an en chaussures. Et mon amie Julie gagne 40 000 $ par an en travaillant dans une entreprise à but non lucratif, mais elle économise plus de 6 000 $ par an, bien plus que la plupart des Américains. Mais qu'ont-ils en commun? Ils ont un plan. Au lieu de se laisser emporter par la frénésie des dépenses pour de nouveaux téléphones, de nouvelles voitures, de nouvelles vacances, ou autre chose de neuf, ils planifient leurs dépenses pour ce qui compte vraiment pour eux et réduisent le reste. Passons maintenant aux spécificités de la manière dont tu peux créer ton propre plan de dépenses conscientes. Voici l'idée. Un plan de dépenses conscientes comprend 4 grandes catégories où ira ton argent. Je vais te montrer un exemple de plan de dépenses conscient d'une personne. Tu peux télécharger ton propre modèle gratuit en cliquant sur le lien dans la description, mais pour l'instant, suis-moi. La première catégorie est celle des coûts fixes mensuels. Les coûts fixes sont les montants que tu dois payer, c'est-à-dire les dépenses de base qu'une personne ordinaire aurait besoin pour vivre. Une bonne règle est que tes coûts fixes devraient représenter 50 à 60% de ton revenu net après impôt. Par exemple, disons que Sarah gagne 5 000 $ par mois après impôt. Ses coûts fixes mensuels sont de 2005 cents $, soit 50% de son revenu net. Et je pense que c'est bien, car cela tombe dans la fourchette de 50 à 60% que je recommande. Donc, avant de faire quoi que ce soit, tu dois déterminer combien tes coûts fixes totalisent. Voici une liste des éléments à inclure dans tes coûts fixes: loyer ou hypothèque, services publics, facture de téléphone portable, paiement de la voiture, transport en commun ou autre, essence, courses, paiement de dettes, y compris les prêts étudiants. Une fois que tu as rempli toutes tes dépenses, voici une chose que je veux que tu fasses. Ajoute 15% pour les dépenses que tu n'as pas comptées ou que tu as oubliées. Oui, vraiment. Par exemple, tu n'as probablement pas inclus les réparations de voiture, qui peuvent coûter 400 $ par intervention, soit 33 $ par mois, ou le nettoyage à sec, les soins médicaux d'urgence, ou les dons de charité. Un coussin de 15% te couvrira pour les choses que tu n'as pas comptabilisées, et au fil du temps, tu pourras être plus précis dans tes projections. Pour Sarah, elle devra ajouter 375 $ par mois pour ses dépenses, ce qui lui donne un total de 2 875 $ par mois en coûts fixes, soit 57,5% de son revenu net. Cela reste dans la fourchette recommandée, donc elle est en bonne posture. Une fois que tu as un chiffre assez précis ici, soustrais-le de ton revenu net. Maintenant,
tu sais combien il te reste à dépenser dans d'autres catégories, l'investissement, l'épargne et les dépenses sans culpabilité. Tu auras également une idée de quelques domaines de dépenses ciblés sur lesquels tu peux réduire pour avoir plus d'argent à économiser et à investir. Passons maintenant à la deuxième catégorie, les investissements à long terme. Cette catégorie inclut le montant que tu investiras chaque mois dans ton 401k et ou ton Roth IRA. Quel que soit le type d'investissement que tu as, retraite ou non, cela compte. Une bonne règle ici est d'investir au moins 10% de ton revenu net. Bien sûr, plus c'est mieux, car c'est là que se crée la vraie richesse. Par exemple, chaque mois, Sarah investit 5 cents dollars dans son Roth IRA, ce qui représente 10% de son revenu mensuel. Encore une fois, comme je l'ai dit, la vraie richesse se crée dans cette catégorie d'investissement. Si Sarah continue à investir 10% de son revenu, elle sera millionnaire en 39 ans. Mais n'oublie pas, la plupart du temps, lorsque nous planifions ces calculs, nous ne prenons pas en compte les augmentations de salaire. À mesure que notre salaire augmente, nous investissons encore plus. Et avec le temps, cela fait beaucoup d'argent. Nous ne prenons pas non plus en compte les revenus de taxes ou les revenus inattendus, que nous pouvons également mettre dans nos investissements, qui croîtront à long terme. Après quelques années, elle investira plus d'argent que son salaire ne lui rapportera. Tes contributions au 401k comptent aussi pour les 10%, donc si tu participes déjà à un 401k, ajoute ce montant à ton revenu net pour obtenir un total mensuel. N'oublie pas de ne pas te focaliser sur le pré-impôt ou le post-impôt, ce n'est pas vraiment le point. Essayons juste d'atteindre un minimum de 10% au total. C'est un bon début. Tu pourras affiner les chiffres plus tard. La troisième catégorie est celle des objectifs d'épargne. Cette catégorie comprend les objectifs d'épargne à moyen terme, comme les cadeaux, les vacances, un mariage dans quelques années, un acompte sur une maison, etc. En gros, tout l'argent dont tu auras besoin entre 1 et 5 ans. Plus tard que cela, tu devrais le mettre de côté et le dépenser quand tu le souhaites. Au-delà, tu voudras probablement investir cet argent. Mon conseil est de viser au moins 5 à 10% de ton revenu net pour cette catégorie. Par exemple, Sarah décide d'un objectif d'épargne mensuel de 8% ou 4 cents dollars. Elle divise ses 400 dollars entre l'épargne pour les vacances et l'épargne d'urgence. Et j'aime ça parce que je veux que tu donnes un nom au compte que tu utilises pour tes économies. Pas seulement épargne vacances, mais des choses comme voyage en Europe, contempler les étoiles en Grèce, ce genre de choses. Après avoir déterminé tes coûts fixes, tes investissements et tes économies, tu sauras maintenant exactement combien il te reste à dépenser dans la quatrième catégorie. La quatrième catégorie est ma préférée. C'est l'argent amusant. C'est l'argent que tu peux utiliser pour tout ce que tu veux, sans culpabilité. Cela peut être pour des restaurants, des bars, des taxis, des films, du shopping, des voyages, tout ce que tu veux. Selon la façon dont tu as structuré les autres catégories, une bonne règle est de consacrer 20 à 35% de ton revenu net aux dépenses sans culpabilité. C'est beaucoup d'argent. La plupart des gens sont surpris quand je partage ce chiffre parce qu'ils disent que 20 à 35%, ça semble énorme. Oui, et tu peux te le permettre tant que tu as respecté les autres pourcentages. Par exemple, Sarah a dépensé 57,5% pour les coûts fixes, 10% pour les investissements et 8% pour les économies, ce qui lui laisse 24,5% ou 1225 dollars par mois pour dépenser comme elle le souhaite, sans culpabilité. Maintenant que tu as établi les principes de ton plan de dépenses conscient, tu peux faire des ajustements ciblés pour modifier tes habitudes de dépenses et faire en sorte que ton argent aille là où tu le veux. Voici comment je commencerai. Je choisirai 2 dépenses discrétionnaires, les 2 plus importantes, et je m'efforcerai de les réduire de 50% sur 6 mois. Pour te dire la vérité, pour la plupart des gens, c'est dans les sorties au restaurant qu'ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils pensent. En réalité, ils ne veulent même pas y dépenser autant. Donc, si tu souhaites cibler une dépense comme celle-ci, ainsi qu'une autre dépense discrétionnaire, essaie de réduire ces dépenses de 50% sur une période de 6 mois. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Si tu commences avec un budget de 5 cents dollars par mois, tu pourrais réduire progressivement à 475 dollars le premier mois, puis à 450 dollars, 4 cents dollars, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 250 dollars. Cela montre bien qu'il s'agit d'un changement graduel, rien de drastique du jour au lendemain. Tu te donnes le temps de t'adapter à ce nouveau comportement. L'élément clé ici est de rediriger cet argent économisé vers les choses qui te tiennent vraiment à cœur dans ta vie riche. Cela peut signifier rembourser tes dettes plus rapidement. 250 dollars par mois peuvent te permettre de réduire de plusieurs années la durée de ton prêt immobilier. Ou bien, cela peut signifier investir davantage, ce qui pourrait te rapporter des centaines de milliers de dollars. Cela peut même être pour financer un incroyable voyage d'anniversaire,
et c'est tout à fait valable. Tu sais probablement déjà où tu aimerais rediriger ces centaines de dollars supplémentaires chaque mois. Voici donc une opportunité pour toi de le faire. Pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez probablement au moins une carte de crédit dans votre portefeuille. Cela nous amène à la deuxième étape de mon plan, battre les compagnies de cartes de crédit à leur propre jeu. Écoute bien, car si tu comprends cette étape, tu seras en avance sur 90% des autres personnes. Au lieu de jouer en défense en évitant les cartes de crédit ou en payant des milliers de dollars en intérêts aux compagnies de cartes de crédit, je veux que tu passes à l'offensive. Commence à utiliser tes cartes de crédit de manière responsable et à tirer le maximum de récompenses, de perks et d'avantages de tes cartes. Tu peux obtenir des bénéfices fantastiques en étant un client responsable. Voici quelques exemples de la manière dont j'ai utilisé les avantages de mes cartes de crédit. J'ai récemment utilisé des points pour couvrir 40 000 dollars de vol vers l'Inde et l'Italie avec ma femme. Lorsque j'ai renversé du café sur mon nouvel ordinateur, ma carte de crédit m'a envoyé un chèque de remboursement d'environ 1000 dollars. Et je n'ai pas besoin d'acheter de garantie supplémentaire, car ma carte de crédit les double automatiquement. Cela peut être la même chose pour toi. Passons en revue les 5 commandements des cartes de crédit pour que tu puisses battre les compagnies de cartes de crédit à leur propre jeu. Le commandement numéro 1 est de toujours payer ta carte de crédit en totalité avec des paiements automatiques. Quand je parle aux gens qui sont endettés, 90% d'entre eux ne savent même pas combien ils doivent. Si tu as des dettes, c'est la première étape, tu dois savoir combien tu dois et commencer à les rembourser. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Si tu as plusieurs sources de dettes, il y a 2 approches que tu peux adopter pour les rembourser, soit tu utilises la méthode de la boule de neige, Snowball, pour rembourser la plus petite dette en premier, soit tu t'attaques au taux d'intérêt le plus élevé en premier. Peu importe la méthode que tu choisis, l'essentiel est de mettre en place des paiements automatiques pour que ta carte de crédit soit remboursée de manière constante chaque mois. Tu ne devrais pas perdre de temps et d'énergie à te connecter manuellement chaque mois pour payer tes cartes de crédit. Je ne le fais pas. Tu ne devrais pas le faire non plus, personne ne devrait le faire. C'est un problème résolu. Tu l'installes automatiquement et c'est terminé. En fait, tu sauras exactement quel mois et quelle année tu seras libéré de tes dettes. Voici un conseil bonus, va en ligne, cherche un calculateur de remboursement de dettes de carte de crédit et insère tes chiffres. Tu découvriras, surtout si tu as un gros solde, que si tu paies un extra de 50 dollars par mois ou 100 dollars par mois, tu peux souvent réduire considérablement le montant total que tu paieras ou même raccourcir la durée de remboursement de plusieurs mois ou années. L'étape numéro 2 consiste à négocier un taux d'intérêt annuel, APR, plus bas. Surtout si tu es actuellement en train de rembourser des dettes, je veux que tu essaies de négocier les APR sur tes cartes de crédit. Appelle ta compagnie de cartes de crédit, dis-leur que tu prends au sérieux le remboursement de ta dette, et demande-leur s'ils peuvent baisser ton taux d'intérêt. Parfois, ils le réduiront pour une période limitée, ce qui peut te faire économiser des milliers de dollars. Et parfois, ils te diront non, on ne peut pas faire ça. C'est aussi correct, mais tu ne sauras jamais si tu ne demandes pas. L'étape numéro 3 est de faire annuler les frais annuels de ta carte de crédit. Il faut se rappeler que les compagnies de cartes de crédit sont en concurrence féroce les unes avec les autres, et cela joue en ta faveur. Appelle-les un mois avant que tes nouveaux frais annuels ne soient appliqués, si tu paies des frais annuels, et demande-leur de les annuler. Parfois, ça marche, parfois non. Parfois, ils te donneront un bonus de points au lieu d'annuler les frais. Mais si tu décides que ta carte de crédit ne vaut pas les frais annuels, demande à ta compagnie ce qu'elle peut faire pour toi. Si elle te les annule, tant mieux. Sinon, tu as l'option de changer pour une carte sans frais. Le commandement numéro 4 est de garder tes cartes principales actives pendant longtemps, mais aussi de les garder simples. Les prêteurs aiment voir un long historique de crédit, ce qui signifie que plus tu gardes ton compte ouvert, mieux c'est pour ton score de crédit. Mon conseil est d'éviter les offres introductrices et les taux d'intérêt bas temporaires. Si tu es satisfait de ta carte, garde-la, c'est ce que je fais. Le commandement numéro 5 est d'utiliser tes cartes de crédit comme des trésors cachés. Appelle tes compagnies de cartes de crédit et tes prêteurs une fois par an et demande-leur de t'envoyer une liste complète de tous les avantages et bénéfices auxquels tu as droit. Cette liste peut inclure des réductions sur les tarifs, des promotions privées auxquelles les autres n'ont pas accès, des protections d'achat, une extension automatique de garantie, une assurance pour la location de voiture, une assurance annulation de voyage, un service de conciergerie, même si leurs concierges sont souvent peu efficaces, et bien d'autres encore. Voilà, c'est tout. Si tu suis ces 5 commandements, tu maîtriseras l'art d'améliorer ton crédit en utilisant ta carte de crédit au lieu de t'en cacher. Maintenant que tu as appris comment créer ton plan de dépenses conscient et battre les compagnies de cartes de crédit à leur propre jeu, cela m'amène à l'étape numéro 3,
mettre en place ton flux d'argent automatique. Automatiser ton argent sera le système le plus rentable que tu auras jamais construit. Cela changera vraiment ta vie. Cela t'aidera à rembourser tes dettes plus rapidement. Cela t'aidera à économiser et à investir automatiquement. Cela te permettra de gagner des centaines de milliers de dollars pendant que tu dors. Et tout ce que tu as à faire, c'est de mettre cela en place. En fait, si tu mets cela en place maintenant, tu pourras passer moins d'1 heure par mois à gérer tes finances. Je le sais parce que c'est ce que je fais, et c'est ce que des centaines de milliers de mes lecteurs font aussi. D'abord, évalue le compte courant que tu as actuellement et décide si tu as besoin d'en ouvrir un nouveau. Le compte courant est important car tu dois le considérer comme ton email principal. Tout ton argent doit y arriver en premier, puis il est filtré vers différents comptes comme le compte de dépenses, le compte de retraite, etc. Le compte courant que j'utilise personnellement est le compte d'investisseur de Schwab. D'ailleurs, je n'ai aucune relation avec Schwab, sauf que je suis un client et que je pense qu'ils ont un excellent produit. À mon avis, le compte courant d'investisseur de Schwab est le meilleur disponible. Il n'y a pas de frais, pas de minimum, il offre une protection contre les découverts, un paiement sans frais, et le meilleur de tout, un remboursement illimité des frais ATM. Tu peux aller à un 7-Eleven, tu peux aller à n'importe quel distributeur automatique, et ils te rembourseront les frais. Quand j'ai découvert ce compte, j'ai voulu l'épouser. Ensuite, tu devras ouvrir un compte d'épargne en ligne à haut rendement. Considère ton compte d'épargne comme un endroit pour stocker de l'argent à court ou moyen terme, c'est-à-dire entre 1 et 5 ans. Examine de nouveau ce graphique. 5 à 10% de ton revenu net après impôt devrait être transféré sur ton compte d'épargne chaque mois. Maintenant, je te recommande que ton compte courant et ton compte d'épargne soient dans 2 banques différentes. Pourquoi? Parce que cela rend un peu plus difficile l'accès à ton épargne pour des dépenses impulsives, comme transférer 500 dollars pour une soirée extravagante. Je ne veux pas que tu fasses cela. Je veux que tu aies un plan et que tu le suives. Personnellement, je ne recommande pas d'utiliser un compte d'épargne standard dans une grande banque. Au lieu de cela, les comptes d'épargne en ligne offrent de meilleurs taux d'intérêt, sont plus pratiques, et en général, sont simplement meilleurs. J'ai utilisé plusieurs comptes d'épargne différents. Le compte Capital One 360 Savings est fantastique, pas de frais, pas de minimum, pas de conditions compliquées. Encore une fois, je ne me préoccupe pas de savoir s'il offre le taux d'intérêt le plus élevé. Je ne suis pas dans la chasse au taux. Je veux simplement trouver un compte qui fonctionne bien et m'y tenir. Tu peux aussi regarder Ali, Marcus by Goldman Sachs, et American Express Personal Savings. Je n'ai aucun lien avec ces banques, mais elles sont toutes excellentes. Peu importe la banque que tu choisis, souviens-toi d'un principe clé, Bank of America et Wells Fargo sont à éviter. Ces banques traitent leurs clients de manière déplorable. Ce sont des banques prédatrices qui te prennent un maximum de frais. Elles utilisent des pratiques trompeuses pour arnaquer le consommateur moyen. Elles ont été condamnées à des amendes, en particulier Wells Fargo, pour des pratiques extrêmement douteuses, avec des amendes atteignant des milliards de dollars. Cherche sur Google, tu verras par toi-même. Évite-les à tout prix. Rien que d'y penser, ça me met en colère. Elles ont ciblé des gens, fait saisir leur voiture, elles ciblent les minorités, elles s'en prennent à ceux qui n'ont pas d'argent. F*** Wells Fargo et Bank of America. Une fois que tu as choisi tes banques, il est temps de lier tes comptes ensemble afin de pouvoir configurer des transferts automatiques d'un compte à l'autre. Lorsque tu t'inscris à l'une de ces banques, tu trouveras souvent une option appelée « Lier les comptes » ou « Transférer » ou « Organiser les paiements ». Ce sont ces options que tu dois utiliser. Mais la vidéo en pause maintenant pour que tu puisses prendre des notes. Bien, maintenant, prenons ton plan de dépenses conscient et automatisons-le. Pour cela, j'utilise un concept appelé « les 100 prochains dollars ». Ce que cela signifie simplement, c'est « où iront les 100 prochains dollars que tu gagneras ?» Par exemple, tout ira-t-il sur ton compte d'investissement? Probablement pas, car il faut d'abord s'assurer que tu as un toit au-dessus de ta tête. Vas-tu allouer 10% à ton compte d'épargne? J'espère bien. Tu sais, la plupart des gens ne pensent pas à leur argent de cette manière. Ils ne pensent pas en pourcentage, ils ne pensent pas en catégorie. Ils paient simplement ce qui se trouve devant eux. Et ils passent 5, 10, 20 ans et se demandent « Pourquoi n'ai-je pas d'argent ?» La réponse est simple. Tu n'as pas fait de plan. Je ne veux pas que tu dépenses ton argent sans réfléchir. Il y a une meilleure façon de faire, en utilisant les règles que tu as établies dans ton plan de dépenses conscient. Donc, si tu as suivi la première étape de cette vidéo, tu sais déjà combien d'argent tu peux consacrer à tes coûts fixes, et combien il te reste pour l'investissement, l'épargne, et les dépenses sans culpabilité. Par exemple, si tu gagnes 100 dollars, et que ton plan suit mes règles, tu pourrais mettre 60 dollars dans tes coûts fixes, 10 dollars dans ton compte d'investissement, 10 dollars dans l'épargne, et dépenser le reste, soit 20 dollars, pour ce que tu veux, sans culpabilité. C'est plutôt cool,
Non, et ce que j'aime à propos de cette méthode, c'est qu'elle est basée sur des pourcentages. Ainsi, dès que tu commences à augmenter ton revenu, tu peux ajuster ton système en conséquence. Et c'est encore mieux, car une fois que tout est automatisé, cet argent sera envoyé de ton compte courant directement dans les comptes appropriés, sans que tu aies à y penser. Voici donc comment tu prépares ton flux d'argent automatique. Et je vais supposer que tu es payé le premier du mois. Mets la vidéo en pause pour prendre des notes. Avant d'approfondir, si vous êtes intéressé par le business, rejoignez-moi sur ma page YouTube Aladeewa. Je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Félicitations. Passons maintenant à l'étape 4. Une stratégie d'investissement simple qui te rendra riche. Parfois, j'entends des gens dire que l'investissement est réservé aux riches. Et j'ai vraiment envie de les secouer doucement par les épaules, de les tourner dans la bonne direction, et de leur dire que non, l'investissement n'est pas seulement pour les riches, c'est le moyen de devenir riche. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Regarde combien vaudraient tes investissements si tu contribuais $100 par mois, ou 5 cents par mois, ou $1000 par mois pour les 25 prochaines années, en supposant un rendement de 8%. N'oublie pas qu'à mesure que ton revenu augmente, tu investiras davantage. Donc, c'est en fait une estimation conservatrice. Très peu de gens continuent d'investir la même somme pendant 25 ans. En réalité, ils investissent davantage. Et finalement, ces chiffres commencent à devenir vraiment importants vers la fin. La première année, c'est ok, pas de quoi s'enthousiasmer. La 5e année, ça va un peu mieux, mais ça commence à s'accumuler comme une boule de neige. C'est là que le vrai argent est fait. C'est pourquoi il est crucial de commencer tôt. En ouvrant un compte d'investissement, tu te donnes accès au plus grand véhicule de création de richesse de l'histoire du monde, le marché de l'investissement. L'investissement peut sembler intimidant, mais une fois que vous comprenez comment il fonctionne, c'est en réalité assez simple. Quand les gens parlent de leur portefeuille d'investissement, ils font généralement référence à l'argent qu'ils ont dans leur 401k, leur Roth IRA, et peut-être d'autres comptes d'investissement. Mon objectif ici est de vous aider à choisir l'investissement le plus simple pour commencer, et de le faire de manière à ce que vous puissiez le maintenir facilement au fil du temps. Ma philosophie repose sur 2 principes fondamentaux, des investissements à long terme et à faible coût. C'est très simple. En suivant ces 2 principes, vous serez sur la voie de la richesse. Maintenant, voyons les comptes d'investissement que vous pouvez ouvrir pour commencer à faire fructifier votre argent. C'est ce que j'appelle l'échelle de la finance personnelle, et il y a 6 étapes à suivre. Chaque étape se construit sur la précédente, alors quand vous terminez la première, passez directement à la suivante. Si vous ne pouvez pas atteindre l'étape numéro 6, ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux pour l'instant. La première étape consiste à tirer parti du 401k si votre employeur offre un match. Investissez suffisamment pour obtenir 100% du match. Un match de 4 cents un K signifie que pour chaque dollar que vous contribuez à votre 4 cents un K, votre entreprise égalera votre contribution jusqu'à un certain pourcentage. Par exemple, supposons que vous gagnez $100 000 et que votre employeur égalise à 100% vos contributions jusqu'à 5% de votre salaire. Cela signifie que si vous contribuez $5000, votre entreprise y ajoutera également $5000. C'est de l'argent gratuit, et il n'y a tout simplement pas de meilleur rendement. La deuxième étape consiste à rembourser vos cartes de crédit et toute autre dette, surtout celles à taux d'intérêt élevé. L'APR, taux annuel en pourcentage, des cartes de crédit dépassent actuellement les 22%. Certaines sont même encore plus élevées. Peu importe ce que votre compagnie de cartes de crédit vous facture, rembourser vos dettes vous offrira une récompense immédiate et significative. L'étape suivante est d'ouvrir un Roth IRA et de contribuer autant que possible. Tant que votre revenu est inférieur ou égal à $146 000, vous pouvez contribuer jusqu'à $7000 en 2024. Si vous avez encore de l'argent après cela, revenez à votre 401k et contribuez autant que possible, cette fois au-delà du match offert par votre employeur. En 2024, la limite de contribution est de $23 000, mais le gouvernement ajuste souvent ces montants annuellement pour tenir compte de l'inflation. La 5e étape concerne un compte un peu inhabituel, mais très avantageux si vous y avez accès, le compte d'épargne santé, HSA. Ce compte peut également être utilisé comme un compte d'investissement avec des avantages fiscaux incroyables que peu de gens connaissent. Si vous avez terminé les étapes précédentes et qu'il vous reste encore de l'argent, profitez de ce compte. Enfin, la 6e étape consiste à ouvrir un compte d'investissement ordinaire, non destiné à la retraite, et à y investir autant d'argent que possible. Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez investir dans un compte imposable ordinaire. Que vous souhaitiez investir $50 000 par mois, 500 000, ou même 5 millions, c'est possible. J'évoque cela car certaines personnes ont des revenus très élevés et ne savent pas où les placer, c'est une option à considérer. De plus, pensez à rembourser plus rapidement votre prêt hypothécaire, surtout s'il est à un taux d'intérêt élevé,
puis envisagez d'investir en vous-même. Que ce soit pour démarrer une entreprise ou obtenir un diplôme supplémentaire, il n'y a souvent pas de meilleur investissement que celui que vous faites en vous-même. Rappelez-vous, cette liste de priorités financières vous montre uniquement les comptes à ouvrir. Maintenant, voyons où vous pouvez investir. Pour simplifier les choses, je vais vous donner mon choix numéro 1 pour les investissements. Les fonds à date cible. C'est l'option que je recommande à ma famille. Vous avez beaucoup d'options pour investir, y compris vos propres fonds indiciels, mais les fonds à date cible sont le moyen le plus simple de commencer à investir. Ils sont fantastiques pour les personnes qui veulent que leur argent croisse avec le moins d'efforts possible. Les fonds à date cible sont des fonds que vous choisissez en fonction de l'année où vous prévoyez de prendre votre retraite. Ils deviennent automatiquement plus conservateurs avec le temps. Et à mesure que vous vieillissez, c'est exactement ce que vous voulez pour vos investissements. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre autant d'argent que possible dans ce fonds à date cible, et il se diversifie automatiquement pour vous. Lorsque vous choisissez un fonds à date cible dans lequel investir, choisissez l'année où vous prévoyez de prendre votre retraite. Par exemple, si vous prévoyez de prendre votre retraite à 65 ans en 2050, choisissez un fonds à date cible pour 2050. Vous pouvez regarder les fonds Vanguard, Fidelity ou Schwab. J'ai personnellement utilisé ces services, et ils sont tous excellents, offrant des fonds d'investissement à long terme à faible coût. Ensuite, commencez à investir automatiquement chaque mois. Ce fonds à date cible peut être inclus dans votre 4 cents 1K, votre Roth IRA, ou tout autre compte d'investissement. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l'argent est automatiquement envoyé et investi chaque mois. Peu importe l'option que vous choisissez, rappelez-vous que l'investissement n'est pas une course. Nous ne cherchons pas à devenir riches rapidement. Nous visons une approche lente, calme et méthodique. La clé est de prendre une décision et de commencer à investir. Félicitations, vous êtes maintenant un investisseur. Si vous suivez les 4 étapes que j'ai décrites dans cette vidéo, vous pourrez passer plus de temps sur les choses que vous aimez, sans aucune culpabilité. Vous utilisez votre carte de crédit de manière responsable, vous profitez des avantages et des récompenses offerts par ces compagnies de cartes de crédit, et mieux encore, vous avez mis en place un système qui fonctionne automatiquement avec peu d'efforts. Cela signifie que vous pouvez maintenant consacrer seulement 1 heure par mois à gérer vos finances. Vos dépenses augmentent, vos investissements augmentent automatiquement. C'est ainsi que vous vivez une vie riche, et c'est ainsi que la véritable richesse est créée. Regardez cette vidéo sur l'écran qui apparaît maintenant pour en voir plus.